Bon ben bonjour Cyril, bienvenue Bonjour. sur Cyclisme Actu. Ça fait presque un an, je crois, que si je dis pas de bêtises, qu'on vous a pas eu. Bon déjà, on va prendre de vos nouvelles. Comment ça va et quelles sont un peu les news de votre côté? Ça va bien. Si, comme tu le dis, ça fait à peu près un an qu'on ne s'est pas eu. Je pense que à ce moment-là de l'année, on était dans des prémices des discussions que je pouvais avoir pour arriver sur ce poste de manager général du Vélo Club de Roubaix et de l'équipe Van Rysel Roubaix. Et voilà, les choses se sont concrétisées. Tout a évolué dans le bon sens. Donc, depuis le 1er mars 2025, je suis sur ce poste de manager général du Vélo Club de Roubaix et de l'équipe Van Rysel Roubaix. Et j'en apprends tous les jours. Ça faisait 20 ans que j'avais quitté le monde du cyclisme professionnel au sein d'une équipe et 22 ans même exactement. Et j'ai pu découvrir une grande boîte quand j'ai bossé chez Decathlon, plus de 20 ans. Et là, je vis une nouvelle expérience et à 52 ans, c'était peut-être la belle opportunité. Et je suis juste hyper ravi de vivre ce moment, ce nouveau projet dans une carrière, c'est chouette, enrichissant, puisque le Vélo Club de Roubaix reste une association. Et au sein de cette association, il y a aussi une équipe cycliste professionnelle. Donc, non, c'est juste extra. Justement, cette première année là en tant que patron un peu de ce vélo club de Roubaix, de l'équipe Van Rysel Roubaix. Enfin, comment c'était en termes sportifs? Est-ce que c'était une année réussie? Non, il faut être transparent. On a su débriefer avec Daniel, Daniel Verbraquel, qui était aux commandes du poste. Hein, il était manager général. On s'est réparti les rôles cette saison, puisque moi, je suis arrivé, je découvre un métier, je découvre un nouvel environnement. Donc, on a travaillé ce qu'on va appeler dans un mode de passation. Donc, j'étais, si on reprend des termes cyclistes, dans la roue de Daniel pour apprendre. Et puis, bien évidemment, moi, sportivement, je suis allé un petit peu à la rencontre de l'équipe et de Arnaud Molmy qui gère cette équipe de bien belle manière. On n'a pas eu l'année avec les résultats sportifs que l'on pouvait espérer. On est sorti d'une année 2024 qui était extraordinaire. C'est toujours difficile de recouper une très belle année avec les résultats de Samuel Leroux, une belle présence de l'équipe sur les différents objectifs. Cette année, ça n'a pas forcément souri. Il faut relater qu'on a quand même eu pas mal de pépins qui sont des pépins auxquels on ne s'attendait pas. On avait quand même un Valentin Tabellon qui arrivait très fort, qui a fait deuxième au Grand Prix de Villers. Et puis, tout s'est arrêté d'un seul coup avec Valentin, avec ce problème de flébite, problème rencontré au niveau de la jambe. On a récupéré Valentin courant en fin août, début septembre. Après, on a des coureurs d'expérience comme Emmanuel Morin qui ont rencontré aussi beaucoup de soucis. Et du coup, forcément, c'est toujours compliqué. On salue toujours l'attitude très offensive de l'équipe avec des Kevin Avoine, avec bien évidemment Maximilien Jarnet et surtout Kenny Molly qui a marqué de son empreinte une fois de plus aux avant-postes. Je crois que même qu'il finit dans les 5 premiers des coureurs ayant réalisé le plus de kilomètres en échappée. Alors, ça peut pas être un objectif en soi, mais il faut relater que c'est de la visibilité et ça se prend. Et je félicite Kenny pour ça, puisque outre ça, il a même remporté un maillot de meilleur grimpeur en fin de saison. Donc voilà, donc bien évidemment, on en attend toujours plus, mais ça nous permet d'appréhender là où on a pensé avoir des faiblesses l'année passée pour construire au mieux l'effectif 2026. Mhm. Et justement, là, vous faites une passe décisive 2026. Qu'est-ce qu'on attend de cette année Bah, 2026 de côté de Van bon, Rysel-Roubaix? on attend déjà commencer à donner forme à ce projet, puisqu'on a un projet qui est parti jusque 2029 maintenant avec notre partenaire Van Rysel. On structure des choses et bien évidemment, avec ce nouveau recrutement, on a renforcé la partie qui doit nous permettre d'être présent dans les arrivées massives, ce qui est quand même une grande majorité du cas des arrivées chez les pros. Donc, on avait perdu des hommes qui allaient vite, donc on est allé chercher des hommes qui vont vite. On va garder cette identité offensive. On va marteler cette identité flandrienne, homme du Nord, dans nos recrutements. On n'est pas allé chercher de grimpeurs. Alors, on sera certes peut-être en difficulté sur certaines épreuves,
Mais on veut être en mesure de briller dans toutes les épreuves flandriennes, nordistes auxquelles on va prendre part et on espère avoir fait le bon recrutement. Donc, comme toutes les équipes, on a des objectifs. On veut gagner des courses, on veut briller sur des Coupes de France parce que ça va être notre objectif. On veut briller sur les courses du Nord et en l'occurrence les 4 jours de Dunkerque, qui reste l'objectif majeur de la saison. Et puis commencer à cranter vers l'objectif qui c'est de pouvoir passer en Conti Pro la saison prochaine. Vous me direz, Cyril, ça ne dépend pas que des résultats. Vous avez bien raison. Ça dépend aussi et surtout du budget. Donc, ça, c'est mon boulot. C'est le boulot qu'on va s'atteler à faire du côté du staff et du côté de toute la partie marketing. Et justement, ce passage en pro team ou en conti pro, bon, voilà, vous m'avez compris. Ouais, en Conti Pro, Euh, exactement. Ouais. Justement, enfin, par quoi ça passe d'un point de vue administratif, parce que les gens qui regardent forcément le vélo ne ne le savent pas forcément. Quels sont un peu les prérequis pour accéder à cette deuxième division mondiale? Bah, je dirais que le prérequis numéro un, c'est d'écrire un projet. On ne monte pas pour le plaisir de monter. On doit monter pour atteindre un objectif. Nous, on s'est donné un objectif à 4 ans. Et pour atteindre cet objectif à 4 ans, il faut absolument qu'on aille dans ce projet ContiPro. Parce que ça va nous ouvrir les droits à l'atteinte de notre objectif qui va être de participer au Paris-Roubaix d'ici 4 ans, avec bien évidemment l'objectif, quand on prend le départ d'une course, ça doit rester notre seul objectif, c'est de le gagner. Vous me direz, gagner Paris-Roubaix, c'est pas simple. Non, c'est loin d'être simple. Mais si on ne se met pas d'objectif, on a encore plus de chances de ne pas réussir. Donc, on a un objectif, c'est de prendre le départ de Paris-Roubaix dans les 4 ans. Et une fois qu'on sera au départ de Paris-Roubaix, eh bien, je dirai à mes coureurs, et ils le savent déjà, quand on prend le départ d'une course, on a la chance de pouvoir la gagner. Est-ce qu'on va la gagner? C'est une autre question. Mais bien évidemment, quand on est au départ, on a au moins une opportunité de prendre le départ et peut-être la gagner. Donc ça, c'est notre objectif. Donc une fois qu'on a tissé cet objectif qui est, orienté, qui est cadré autour de ce projet, eh bien, l'idée maintenant, c'est de construire l'avenir avec le staff qu'on a fait grandir cette année. J'ai le plaisir d'accueillir en tant qu'entraîneur Maxime Frémaux. On n'avait pas d'entraîneur au sein du Vélo Club de Roubaix. On va avoir un entraîneur qui va chapeauter tous les entraînements, pas forcément tous les coureurs, puisque Maxime va avoir cette responsabilité de chapeauter le pôle performance. Et donc, les entraîneurs qui ont souhaité continuer avec leur entraîneur, on ne casse pas un binôme qui fonctionne. Donc, on va garder cette fonction de travailler. Maxime aura le devoir de faire et de chapeauter. Lui travaillera en triptyque, alors qu'avec d'autres coureurs, il va travailler en duo. Je dirais même toujours à trois, puisque Arnaud Molmy, qui est le manager sportif du projet, eh bien lui, Arnaud, va continuer avoir un œil très précis sur ce que font les coureurs et comment on les emmène à atteindre nos objectifs. Mhm. Donc Alors, pour dézoomer un... je te dis Ouais, vas-y, que, vas-y. ouais, j'allais dire, je précise, c'est que on parle d'un projet et le projet ne concerne pas que l'équipe pro, puisque on est sur un projet à 4 ans. Il faut toujours voir au-delà des 4 ans et se dire qu'on construit ce projet pour qu'il continue de durer. Et l'objectif, un des objectifs seconds qu'on s'est mis dans le projet, c'est que demain, 50% de notre structure, ça sera peut-être 35, mais l'objectif serait que 50% de notre structure, on puisse la nourrir avec des jeunes qui sont issus des Hauts-de-France et d'autres qui sont issus du projet académique. Je dis ça, ça veut dire quoi, projet académique? Ça veut dire que demain, on pourrait très bien avoir un jeune qui est issu d'une autre région, mais qui, pour des raisons de projet, qui aime les classiques, rejoignent un jour un club des Hauts-de-France, pas forcément le Vélo Club de Roubaix. Et comme on veut monter une structure demain UCI dans l'esprit de ce qui est fait aujourd'hui par le Groupama FDJ, un regroupement de coureurs, sauf que nous, on s'interdit d'aller chercher ailleurs que dans les coureurs qui sont dans un club des Hauts-de-France. Et on veut commencer à devenir une équipe qui va être référente pour préparer les classiques, et ce qui fait qu'on va nourrir notre vivier pour les années futures, pour ces projets autour des classiques, et bien évidemment, tu l'as compris, du Paris-Roubaix. Bonne précision à apporter. Euh, bon, maintenant on va un peu dézoomer de votre équipe Van Rysel-Roubaix, parler un peu du cyclisme mondial. Bon, on sait que vous avez été coureur, que vous avez été consultant pour nos confrères de la RTBF, Je reste que vous avez consultant aussi. d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Donc ouais, vous avez aussi une vision globale du cyclisme. Un petit récap sur la saison 2025 qui a été archi dominé par Tadej Pogacar et en plus, même plus en général par son équipe UAE Team Emirates. Quelle est un peu votre analyse de cette saison au global, cette saison 2025?
Bon, je dirais, si on regarde le côté positif, et c'est comme ça qu'il faut déjà le voir, c'est qu'on a la chance aussi d'avoir un cyclisme qui a changé. C'est-à-dire qu'on a un cyclisme offensif alors qu'on sort de quelques années, mais ça fait quelques années qu'on est arrivé sur ce cyclisme offensif. Moi, je me réjouis de voir ça, mais on a eu quelques années auparavant, pour avoir commenté quelques tours et autres, d'un cyclisme qui était, je vais pas dire défensif, mais où on travaillait, on emmenait les leaders, on essayait de tout cadenasser pour avoir une course qui était à peu près contrôlée. Là, elle l'est, mais on a quand même la chance d'avoir des Mathieu Van Der Poel, des Van Aert, des Pogacar, des Pidcock et autres qui sont des dynamiteurs de peloton et qui n'hésitent pas à prendre des initiatives. Donc ça, c'est quand même le vrai côté positif. Et on a, je pense, je parle pour les plus anciens, c'est de se dire qu'on a aussi la chance de vivre euh, à l'émergence, en tous les cas maintenant l'éclosion et au plus haut niveau, bah, d'un champion intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on a des champions qui ont marqué leur époque, leurs 5 ans, 10 ans, 15 ans, des coureurs qui ont été très forts. Mais là, on est quand même en train de vivre avec ce Pogacar, un mec qui est en train de se dire, OK, est-ce que je postule au meilleur cycliste du monde? Parce qu'on arrive quand même avec des palmarès qui commencent à ne plus être égalés que par celui qui reste le maître ou ceux qui s'en rapprochent des Hino ou des Merckx. Quoi. Mhm. Ouais. Donc, c'est quand Juste, même, ouais, je dis, faut quand même voir ce bon côté qui est fort, c'est qu'on vit quand même un truc extraordinaire avec Pogacar. Quoi. mhm. Justement, alors on a eu Thomas Voeckler il y a quelques jours qui nous disait oui, alors Pogacar c'est exceptionnel, c'est magnifique ce qu'il fait, mais d'un autre côté c'est ennuyant parce que les Et je, courses sont pliées à 80 km de l'arrivée. Est-ce que vous rejoignez un peu son analyse? je rejoins à 100% l'analyse de Thomas sur ce point-là, parce que ce qui est dommage, c'est qu'on vit des grands moments, mais rappelez-vous, hein, des épopées où Merckx partait tout seul à 100 km, il y en a eu un paquet aussi. Il n'y avait pas autant de télé, on s'en rendait pas compte, donc c'était retranscrit par la radio. Attention, la radio, des fois, amène aussi plus de force dans les propos, parce qu'on voit, on n'a pas l'image. Donc l'époque de Merckx, c'était extraordinaire. Hinault a fait aussi des longues chevauchées. Là, on a quelqu'un qui fait des chevauchées, mais je rejoins Thomas. Forcément, quand on regarde les championnats du monde, quand on regarde les championnats d'Europe, des fois, ça tue un peu la course. Il y avait, en tous les cas, même pour ma part, alors parce que je suis français et que derrière, il y avait Paul Sexas, mais le duel Paul-Sexas derrière, il était juste extraordinaire. On était dans des moments forts de vélo. C'est vrai que devant, il y avait une autre course avec ce mec qui était devant, qui se baladait tout seul devant, qui a un petit peu dominé. Donc ça, c'est vraiment dommageable. Mais on a un mec qui domine, on va pas non plus se dire que c'est pas bien. Je pense il faut trouver le bon côté des choses. Après, il y a des réflexions, à mon avis, qui doivent être menées, et ça fait quelques années qu'on a évoqué ce sujet-là à la RTBF, comme vous l'évoquiez. Euh, le cyclisme a changé. Est-ce qu'on doit encore garder des équipes aussi fortement constituées? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit rester encore à 8, 7 ou 8, je ne sais plus exactement, j'ai oublié, dans un grand tour? Est-ce qu'on doit malheureusement pas, pour le bien du vélo, pour le bien du vélo, pas pour empêcher quelqu'un de gagner, pour le bien du vélo, eh bien avoir des matchs, des courses qui sont moins cadenassées, parce que les équipes sont tellement fortes aujourd'hui. Donc, il faut réduire le nombre de coureurs pour redonner un petit peu de mobilité et un petit peu de spectacle. Preuve en est, quand on fait des Jeux Olympiques, quand on fait des courses comme ça, où on a des équipes qui sont constituées qu'avec 3, 4, 5 coureurs, eh bien, on a forcément plus de mouvement, ce qui n'empêche pas les meilleurs de gagner. Alors, Mhm. vous me direz, quand Pogacar met un sac, ils peuvent être 5 ou 6 derrière, c'est la même chose. Donc, mais quand on a un bon, on va pas non plus l'empêcher, on va pas lui freiner le vélo, on va pas lui dire, écoute, Titi, toi, tu vas rouler avec un 52-11 quand les autres vont rouler 54-11 et puis on va voir si ça marche. Quoi. Non, ça fait partie du jeu. Quoi. Ouais. Et justement, ouais, on a beaucoup évoqué ce sujet dans les dernières semaines, derniers mois en général. Une santé la santé du cyclisme mondial qui interroge. On a deux équipes, enfin une équipe Arkea BNB Hotel qui disparaît. On a l'équipe Lotto et l'équipe Intermarché qui, bon, alors il y a encore rien Fusionne. d'officiel, c'est très, enfin, il y a beaucoup de mouvements en coulisses de ce qu'on comprend, mais qui devraient fusionner. Donc, ça fait deux équipes de top niveau qui disparaissent. Donc, 60 coureurs sur le carreau, le staff et compagnie. Enfin, ça pose énormément de problèmes, on va dire, dans ce cyclisme mondial d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un peu inquiet pour la santé du cyclisme mondial en général quand on voit qu'il y a deux grosses équipes comme ça qui disparaissent?
Moi, je suis inquiet pour la santé du cyclisme chez les amateurs et chez les jeunes. Je suis pas inquiet du cyclisme chez les pros. Le budget du AE, il est jamais à challenger. Moi, tous les matins, quand on arrive ici au club, et le travail qu'a pu faire Daniel Verbraeken pendant des années, c'est de boucler des budgets. Et en fait, c'est problématique pour les petites équipes comme nous. Boucler des budgets, c'est compliqué. Boucler des budgets pour les N1, c'est compliqué. On est en train de restructurer le cyclisme chez les juniors. On est en train de dupliquer ce qu'on a fait il y a quelques années, qui a mis à défaut et mis en difficulté le cyclisme amateur des nationaux, en national 1 par exemple. On est en train de se dire, OK, bah, on va voir si ça marche mieux si on le fait chez les juniors. Mais en fait, en faisant la même action qu'il y a X années chez les amateurs et qui a mis le cyclisme amateur des fois en difficulté, j'imagine bien que si on le descend chez les juniors, on va mettre en difficulté ce truc, ce projet. Les juniors, ça doit être encore des jeunes qui sont certes à l'école. Je pense qu'il ne faut pas les mener trop vite vers un monde professionnel parce que le problème, c'est qu'à un moment, on va avoir des jeunes qui vont avoir 19, 20, 21 ans. C'est donc espoir 1, espoir 2. 19, c'est espoir 1, espoir 2. Il y a des gamins qui, en fait, se disent bah, je passe pas dans la World Tour, je suis dans la Conti, mais je passe pas dans la World Tour, ma carrière est terminée. 19, 21 ans. Pas normal cette affaire. Parce que c'est pas parce que tu passes pas pro à 19 ans dans une World Tour que ta carrière est terminée. Tu peux très bien passer par une Conti, tu peux passer par une Conti Pro, mais tu peux passer par une Conti, puis une Conti Pro, puis à 25 ans être encore plus mature et passer dans une nouvelle World Tour. Une carrière, c'est pas à 19 ans qu'elle se fait. Et moi, j'entends trop de jeunes qui aujourd'hui se disent que s'ils sont pas dans une Conti, c'est terminé. Mais dans leur esprit, c'est la réalité, parce que le cyclisme, on est en train de le structurer comme ça. Mais dans leur évolution, un bon junior qui sort des juniors, il peut aller dans une N1. Idéalement, c'est là qu'il devrait aller pour apprendre son métier. S'il est super excellent, si c'est un pur champion, comme on en a quelques-uns quand même, qu'il aille dans une Conti Pro pour apprendre son métier, oui. Mais je pense qu'il y a trop de personnes à qui on dit à 21 ans, bah écoute, désolé, tu passeras pas dans la World Tour. Et le gamin, en fait, il imagine même pas qu'il peut retourner dans une Conti et que, en fait, il est dans la suite logique de sa carrière. Non, retourner dans une Conti, je vais prendre un exemple, un jeune qui serait chez Decathlon AG2R aujourd'hui dans la Devo, fin de sa deuxième année, tu lui dis, écoute, tu vas pas passer dans la World Tour. Dans son esprit, venir à Van Rysel-Roubaix, alors qu'on est sur le même statut, le même niveau, c'est une régression. Et je vais pas, comme j'ai pas le même budget, je vais pas lui donner la même prestation. Prestation visuelle. Pour autant, l'accompagnement, on va avoir les entraîneurs, on va lui mettre un pôle performance à dispo. Et dans l'esprit de ces jeunes, il y a une sorte de retour en arrière, alors qu'on n'est pas du tout dans du retour en arrière. On est dans du transversal vers une nouvelle équipe qui doit peut-être lui donner même plus d'opportunités de montrer son talent dans des Coupes de France, dans des ceci, dans des cela, pour demain repasser dans une Conti Pro, puis peut-être après revenir dans une World Tour avec un vrai projet. On va mener un projet. Moi, je fais confiance et on a décidé de faire confiance à Antoine Rogel, un coureur qui a expérimenté, qui a vécu la malchance avec deux opérations d'artérilia, qui a descendu chez les amateurs, qui a fait une superbe année à Beaujolais l'année dernière, à Villefranche-sous-Beaujolais. Et du coup, Antoine, pour l'avoir connu dans la Between U19 Racing Team en junior, quand il était devenu champion de France, on était resté pas en contact régulier, mais je suivais son évolution. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est pas normal que ce gamin, avec les qualités qu'il a, on lui redonne pas sa chance. Il a refait une belle saison. Revenir après deux artères iliaques, c'est pas évident. Et donc, une carrière, ça peut pas s'arrêter à 21, 22 ans. Ça peut pas. J'ai un coup lu une interview d'un jeune coureur qui était dans une Devo Junior, dans une équipe junior UCI connue, qui disait mes meilleures années sont peut-être derrière moi. En junior, c'est pas possible de dire ça. Il a un des coureurs les plus talentueux de sa génération. On ne peut pas entendre ces propos-là dans la bouche d'un gamin comme ça. C'est un gamin qui doit encore évoluer. Peut-être que ça doit prendre un peu de temps. Peut-être qu'il est arrivé très vite à du très haut niveau et on lui a vendu du rêve. Mais outre les qualités physiques, il faut faire grandir en maturité ces coureurs. Il faut les accompagner. Et on ne peut pas dire à 21 ans à un gamin, mais écoute, non, je te prends pas dans la dévo parce que ça. Et lui, dans son esprit, c'est quasi terminé.
Il faut qu'on rassure les gamins pour leur dire qu'à 21, 22, 23, 24 ans, c'est pas grave. On peut encore passer pro et faire de belles choses. Et heureusement qu'il y a des équipes, et je vais prendre l'exemple de Van Rysel-Roubaix, qui sont là pour appréhender ces projets-là. Parce que sans des projets comme ça, on aurait probablement loupé des coureurs. Et n'oubliez pas qu'un un coureur comme Samuel Leroux, qui a quand même gagné le Poitou cette année, qui réalise de très belles choses, si on avait été dans le monde actuel du vélo, n'étant peut-être pas parmi les meilleurs juniors français, n'aurait peut-être pas été dans une dévo, n'aurait peut-être pas eu ce cursus-là, et serait peut-être pas aujourd'hui en train de nourrir les belles années aussi de Total, parce qu'il réalise de belles choses. Et c'est des coureurs qui ont du talent, qui ont des choses à apporter au vélo. Donc en fait, quand tu me demandes est-ce que le vélo, la santé du vélo est bonne, en fait, j'ai pas d'inquiétude pour tout ce qui se passe là-haut, les budgets. On parlait de 20 millions il y a quelques années. Maintenant, pour une bonne pro de tour, c'est 45, 50, 60 millions. On ne sait même pas le budget du AE. En fait, le budget du AE, il n'existe pas. Le budget, Oui, c'est infini. ils écrivent ce qu'ils ont. Il est sans plafond. Donc, pour eux, et c'est bien qu'il y ait de l'argent dans le vélo, je ne dis pas le contraire, c'est bien qu'il y ait de l'argent dans le vélo, mais il faut aussi se dire comment cet argent-là peut nourrir la base pour que tout le monde puisse vivre. Et les premiers qui doivent vivre, ce sont les clubs. Sans les clubs, les gamins ne commencent pas le vélo. Le constat que je vais faire là, maintenant, ça va faire un an, on m'a toujours parlé d'un sport populaire, c'est le vélo, c'est un sport populaire, mais il n'est pas accessible. Commencer le vélo, ça coûte une blinde. On pouvait le savoir, je m'en rends encore plus compte aujourd'hui, c'est 70 enfants dans l'école de vélo du Vélo Club de Roubaix. Eh bien, il faut rendre accessible le vélo. Donc, on va essayer d'accompagner tout ça. Il faut qu'on continue d'avoir 70 gamins dans les écoles de vélo. Et je veux qu'il y ait des gamins dans toutes les écoles de vélo. On va remettre, nous, sur pied ce qu'on appelle des esprits de mercredi populaire. On a un outil extraordinaire. On a le vélodrome de Roubaix, tous les mercredis, qui est à disposition des coureurs. Les tout petits, aller sur la route, c'est compliqué. On les fait travailler ici au vélodrome de Roubaix. Mais en fait, on doit ouvrir ça à tous les clubs qui sont frontaliers, tous les clubs qui sont à côté de nous, là, qui ont des enfants, 5, 6, voire 10 gamins, et qui des fois ont des difficultés de les emmener sur la route. Venez au Vélo Club de Roubaix, pas dans le club, venez sur la structure, vous allez travailler avec vos enfants, avec vos écoles de vélo, dans un endroit qui est sécurisé. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire, c'est sécuriser la base, faire grandir les écoles de vélo, permettre aux juniors de grandir dans leur club, arrêter de vouloir tous les délocaliser dans des structures de dingue, parce que en fait, les clubs ont besoin de ça. Quand tu as un bon junior, tu as envie de le voir grandir dans ton effectif. Et pour le coup, c'est quand même, nous, on a la chance d'avoir au Vélo Club de Roubaix Jules Lefebvre. Bon, bah, c'est quand même super d'avoir un gamin comme ça, parce que ce gamin-là, il va grandir, peut nous apporter des choses. N'oublions pas que le Vélo Club de Roubaix a formé Antoine Lotte. Donc, il y a des choses qu'il faut ne pas oublier et que ce sont bien les structures de base, les clubs, les départements et les régions qui font grandir les coureurs. Il ne faut pas les emmener trop vite dans le monde pro. Et c'est là que moi, je trouve qu'il y a un danger. Pour là-haut, vous inquiétez pas, les budgets sont tellement assez grands qu'ils trouvent toujours des arrangements, des solutions et autres. Et on doit arriver à bien cadenasser ça pour que les coureurs aient le temps d'évoluer, aient le temps de grandir. Alors, vous me direz, ouais, mais les équipes les détectent. Aujourd'hui, les équipes les détectent à la sortie de Calais, quoi. En cadet, on vient déjà chercher des gamins et on leur propose des projets. Quand c'est un projet qui permet de grandir, j'y crois, mais deux fois, j'ai plutôt l'impression que c'est des projets qui leur permettent de mettre la main sur des bons coureurs pour être sûr que les autres ne les aient pas, et puis on verra bien ce que ça va donner, et ils ne vont pas forcément les accompagner comme ils devraient être accompagnés. On a aussi un débat qui fait beaucoup de bruit ces derniers jours. On a parlé de droits télé dans le vélo, que les organisateurs, notamment les grands organisateurs, ne faisaient pas profiter Redistribue des pas. droits télé. Ouais, ne faisaient pas profiter des droits télé aux équipes, aux coureurs. On a aussi parlé de faire passer quelques endroits de course. On a parlé notamment de l'Alpe d'Huez payant pour le public. Voilà, ça a fait beaucoup de bruit. ASO a un peu dit que bon, les courses payantes, on pouvait oublier, en tout cas pas sur le Tour de France. Les droits télé, c'est un peu l'impression que c'est un peu l'omerta, que personne ne veut en parler. Quel est un peu votre avis là-dessus? Alors, l'omerta que personne ne veut parler sur les droits de télé, enfin, que personne ne veut solutionner. Parce Oui, c'est que plutôt quand ça. j'étais coureur, on en parlait déjà. Quand j'étais Ouais. coureur, on en parlait déjà. Maintenant, bah oui, ça peut être bien. Ce qui serait bien, c'est comment on arrive à faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand l'argent, s'il arrive au sein des équipes,
Si demain vous dites qu'il y a des droits télé et il y a X millions d'euros qui sont reversés, vous reversez X millions d'euros à UAE, ça ne changera pas leur projet. Donc en fait, il faut trouver aussi comment cet argent-là, certes, il arrive peut-être dans les équipes, mais surtout comment il arrive à redescendre dans les échelons inférieurs qui ont des besoins réellement pour faire vivre des éducateurs, pour faire vivre des choses. Donc les droits de télé, c'est un sujet. J'ai pas la solution parce qu'il y a tellement de juridiques derrière, mais je pense que on est peut-être un des rares sports télévisuels où les droits télé ne sont pas reversés. Mais je me dis, est-ce que si elles doivent être reversées, puisque finalement, quand on le reverse, on le reverse parce que les cyclistes sont les acteurs du film que vous regardez. Mais est-ce que si on le reverse, c'est bien de le reverser aux équipes ou est-ce que c'est bien de le reverser aux équipes pour que les équipes les reversent dans ce qui va permettre de faire vivre le cyclisme amateur et ainsi de suite. C'est une réflexion. Sachez bien que si UAE vous lui donnez de l'argent, il ne va pas le reverser au cyclisme amateur, peut-être dans sa région, mais au moins en France, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver? Ça nourrit aussi les équipes françaises qui, attention, ne sont pas au budget du AE et qui ont besoin d'un petit peu de ressources. Ensuite, le sujet, donc il y avait cette histoire de droit télé. Je dirais que j'ai pas la solution, mais c'est vrai que si on peut récupérer des droits télé, c'est toujours bien. Mais on a aussi besoin des organisateurs. Et en l'occurrence, les droits télé, seuls les grands organisateurs, et tu l'as dit tout à l'heure, à juste titre, il n'y a que les grands organisateurs qui sont en mesure de reverser des gros droits télé. Il y a beaucoup d'organisateurs qui, en fait, font énormément d'efforts juste pour faire vivre leur course. Et nous, équipe professionnelle, en l'occurrence Van Roubaix, qui courons sur le territoire français, avons besoin de toutes ces courses. Donc en fait, nous, on doit être aux côtés des organisateurs. On ne doit pas les mettre sous pression, les organisateurs. On doit se dire que c'est grâce aussi aux organisateurs qu'on vit. Alors la question, elle se pose, oui, sur les grands organisateurs qui gagnent de l'argent et autres. Oui, oui, Ça, enfin, c'est dans ce cas-là, pour être précis, on parle de ASO, de RCS, qui est donc l'organisateur de quasiment toutes les courses italiennes de haut niveau. On parle de Flanders Classic, qui est l'organisatrice de Tour des Flandres, toutes les classiques flandriennes. ouais. Voilà. C'est quelques organisations des Ouais, plus grandes courses. c'est les grands organisateurs qui ont la clé en main. Après, je pense qu'une fois de plus, je parlais de projet tout à l'heure, c'est quel est le projet? C'est-à-dire que si on doit reverser des droits télé, il faudrait pas non plus que ça tombe n'importe où. Donc, je peux comprendre que eux, ces droits-là, ils les ont. S'ils le réinvestissent intelligemment et qu'aujourd'hui, ça sert le vélo, on a quand même ASO, faut pas se voiler la face, aide aussi beaucoup de monde et fait du bien au vélo. Donc, certes, il gagne de l'argent, mais il fait du bien. C'est toujours un petit peu la même histoire. Mais je pense que c'est un sujet qui est très, très complexe. Mais si cet argent-là pouvait revenir vers les plus petites structures et vers le cyclisme amateur, ça pourrait être forcément une bonne chose. Mais là, ça peut paraître peut-être un petit peu utopiste ce que je dis. Je ne sais plus ce que tu m'avais dit. Le deuxième sujet, c'était Oui, pour les passages des courses faire payantes. payer. Oui, au public. Honnêtement, j'ai du mal à le voir. On est sur le cyclisme vit sur le territoire public, on va dire, utilise les routes, demander à des gens qui viennent sur les routes de payer, je n'y crois pas, je peux me tromper, mais j'ai du mal à y croire. Et on sortirait de ce qui est de l'ADN du cyclisme. Alors, bien évidemment, la question, et ce que pouvait soulever Jérôme quand il a évoqué ça, c'est de se dire comment, dans un nouveau business model, le cyclisme peut trouver des rétributions ou des retours financiers autres que le sponsoring, puisqu'en fait, le cyclisme ne vit que de sponsoring et n'a pas de billetterie. Donc ça, c'est une vraie question. Tu peux faire payer quand tu vas dans un vélodrome, tu peux faire payer, c'est le cas quand tu vas sur un cyclocross en Belgique, en l'occurrence, tu as des stars qui viennent, l'entrée est payante et il y a quand même du monde qui rentre, mais il y a aussi toute une éducation, tout un apprentissage de ça. Faire payer sur un circuit en France, ça arrive, ça fonctionne, mais on sait que c'est pas on n'a pas la même ADN, on n'a pas la même ADN que les coureurs. Donc, dans les zones payantes, aujourd'hui sur le bord des routes, je vous l'ai dit, on est sur un sport qui a une vocation populaire. Les gens viennent profiter d'un bon moment. Que demain, on identifie des zones qui appartiennent à l'organisateur et qui sont des zones payantes. Il y a déjà des zones payantes. Hein. Je pense que sur le Tour de France, il y a le village étape, il y a les espaces privés qui sont sur les lignes d'arrivée. Si on commence à en rajouter un petit peu partout, ça devient dommage. En revanche, poursuivre tous les ans le Tour de France à la télé, le commenter tous les ans à la télé, je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir un cadre
qui nous permet de se dire qu'on ne met pas en danger les coureurs cyclistes. Parce que des fois, on a des zones, le coureur, il passe dans 1 mètre. La route, elle fait 10 mètres. Et il passe dans 1 mètre. Donc, trouver le moyen, ce ne sera pas le payant, parce que les spectateurs vont aller autrement. Donc, ça, je pense que ça devient quasi impensable, inimaginable sur le bord des routes, dans des zones bien évidemment privées. Mais je pense que le cyclisme doit garder son ADN de sport populaire et d'accès gratuit ou autre. Mais bien évidemment, il faut aussi réfléchir au business model qui doit permettre de nourrir le cyclisme et comment on fait pour trouver des revenus. Mais il y a moyen de trouver d'autres revenus, mais en tous les cas, pas de faire payer sur le bord des routes. Mhm. Bon, allez, petite dernière question avant de vous laisser. 2026, la saison approche à grands pas d'ailleurs. Bon, on est déjà Euh, lancé même. Hein. mais oui, c'est ça. Euh, qu'est-ce que vous attendez de cette saison 2026? Euh, plus de suspense, plus de champions, des nouveaux qui se révèlent. J'allais dire le mot que tu as utilisé, plus de suspense. Des Ouais. champions qui se révèlent, on en attend toujours. Je dirais la confirmation du talent français qu'on attend tous, c'est Paul Sexas, bien évidemment. Mais il y en a d'autres. On a plein de bons coureurs. Surtout, oui, se dire que on arrive sur des grands tours comme sur des classiques, dans les moments forts, à avoir quelqu'un et un coureur qui ne part pas tout seul à 100 km de l'arrivée ou à 60 km de l'arrivée, avoir de la rivalité. Je me dis que c'est possible. Hein. On a souvent été privé. Alors, je vais reprendre l'exemple de Paris-Roubaix. On a souvent été privé du duel mythique ou de choses mythiques par des faits de course. Il y a quelques années, on est à la sortie du carrefour de l'arme et on a une accélération de Wout van Aert qui est finalement contrée par Mathieu Van Der Poel, mais on s'aperçoit qu'en fait, contrée, certes, mais Wout van Aert est crevé à l'arrière. Il doit changer de roue. Finalement, il nous reste 14 km de course et en fait, on n'a plus de course parce que Mathieu est parti. Wout ne va jamais pouvoir être en mesure de rentrer et ça s'arrête là. Cette année, on est à l'approche d'un duel historique dans le final de Paris-Roubaix. Pogacar, Van Der Poel. Pogacar loupe un virage. Il perd, il met un peu de temps parce que je pense que s'il ne déraille pas, il est plus qu'à 5-6 secondes quand il repart, mais le temps qu'il remette sa chaîne ou autre, il est trop loin. Il fait un peu l'effort, il se rapproche, on y croit un peu, puis finalement, à un moment, il coince. On est quand même tous à la limite à ce moment-là, et du coup, il n'y a pas. Donc, j'aimerais qu'on ait un final tonitruant. Si chacune des arrivées peut ressembler à une arrivée aussi palpitante que celle qu'on a eue sur Milan-San Remo, où finalement, dans le final, ils sont encore trois, deux, puis trois, puis finalement derrière, c'est pas si loin que ça pourrait être chouette. Donc, si on devait se dire qu'est-ce qu'on peut espérer pour le cyclisme 2026, des belles courses et du suspense dans chacun des grands rendez-vous du cyclisme. Mais très bien. Merci Cyril d'avoir accordé cette longue interview, parce que je crois qu'on est pas mal niveau temps là. Ah, je suis désolé, c'est parce que À j'ai Cyclisme débordé, j'ai Actu. peut-être été bavard. Non, mais c'est très bien, c'est parfait comme ça. Et en tout Cool. cas, ben, on vous souhaite une belle saison 2026 en tant que consultant et surtout en tant que manager de votre équipe Van Rysel Roubaix. Et voilà, ben merci. Merci beaucoup.